Si les yeux de Picasso étaient des charbons ardents, Gargaillo, homme méthodique et rangé, arborait une mèche qui révélait son esprit agité. À l'aide du marbre et de la terre cuite, il nous a offert la beauté classique des nus dans toute leur perfection. Dans l'intimité de son atelier, il fit aussi danser les métaux et inventa des vides corporels grâce auxquels son nom figure aujourd'hui parmi ceux des artistes d'avant-garde. Un homme paisible en apparence, mais habité d'un feu créateur que seule cette mèche de cheveux rebelles laissait pressentir. L'arithmétique de l'art consiste à additionner et à soustraire. Pendant des siècles, la sculpture classique a été considérée comme l'art de la soustraction. Le marbre ne permet pas l'erreur. L'application de la force et la quête de l'exactitude sont les mots d'ordre. Le coup doit être précis, la finition d'une grande douceur. Le sculpteur devait allier puissance et tendresse. La peinture, la musique, la poésie sont les arts de la somme. On ajoute des traits, des notes ou des vers jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Au fil de ces incorporations, des retraits successifs se produisent. Ce sont des arts de l'esprit et de l'hésitation. La sculpture d'avant-garde de Gargaillo, baignée de musique et de poésie, se construit elle aussi au gré d'une série d'additions et de soustractions. Enfant, Gargaillo apprend à compter à l'école, dans un village aragonais. Son apprentissage et son épanouissement en tant que sculpteur surviennent entre les deux villes qui ont tracé l'axe de sa vie, Barcelone et Paris. Dès ses premières incursions dans des ateliers et autres écoles d'art, Gargaillo se passionne pour la sculpture classique grecque. Il subit l'influence du modernisme catalan le plus strict, dont témoignent les commandes des différents monuments qui lui sont confiés ayant trait au théâtre et surtout des murs de l'hôpital de la Sainte-Croix et de Saint-Paul à Barcelone. En 1903, il se rend pour la première fois à Paris, où il admire Rodin, puis Mayol, et beaucoup plus tard se laisse séduire par l'art déco le plus dépouillé. Barcelone-Paris, un voyage physique et spirituel qu'il entreprend à plusieurs époques de sa vie et qui entretient la flamme de sa passion créatrice. Au cours de son existence, tout d'abord de façon exclusive et, par la suite, au gré des aléas de son âme tourmentée et de sa santé fragile, il ne se départit jamais de son amour pour la sculpture classique. La puissante perfection de ses athlètes fait résonner l'écho des gradins. Les chevaux hennissent et le temps se fige au stade olympique de Montjuïc. Gargaillo
n'est nullement prisonnier des formes classiques. Il sait que l'art est en quête de nouvelles géographies, de nouveaux supports. En 1907, il rend visite à Paris à son ami Picasso dont l'œuvre cubiste le fascine. Peut-être comme un jeu, il exécute cette année-là sa première pièce en métal. Petit masque à la mèche, probablement un autoportrait qui deviendra, sans doute à son insu, l'élément fondateur de sa nouvelle approche de la sculpture. Contrairement à bon nombre de ses amis, la phase d'expérimentation chez lui sera lente, minutieuse, en confrontation et communion constante avec la sculpture classique. Sans jamais délaisser la pierre ou la terre cuite, qui sera ensuite remplacée par le bronze, ses mains s'orientent de plus en plus vers le travail direct des métaux, le cuivre, le laiton, le plomb ou le fer, susceptibles d'être enchâssés et soudés, d'être ployés, tordus, repoussés, enfoncés. Il découvre au fil de ce processus les masses de vide que recèle leur intérieur. Dans son atelier, seul, il livre des batailles silencieuses contre les métaux et l'espace. Il entreprend une évolution, pas toujours facile à appréhender, vers la simplicité, vers la construction de masses faites de vide, à peine tracées par des lignes ou des plaques de métal. Seuls quelques masques, comme celui de Magali, qu'il rencontre à Paris en 1913, sont plus fermés, comme s'ils abritaient un mystère que Gargaillo n'était pas encore parvenu à percer. Le métal parle, la guerre aussi. En 1914, sa santé l'empêche de rejoindre l'armée française. Il revient à Barcelone et épouse la femme au nom étrange que son ami, le peintre Jean Gris, lui avait présenté. Magali sera la boussole de Gargaillo lorsque celui-ci s'égarera dans les méandres de sa création et elle contribuera, avec sa fille Pierrette, à diffuser son œuvre une fois l'artiste disparu. À Barcelone, il se lance dans l'orfèvrerie, comme si sa santé délicate et l'angoisse de la guerre l'entraînaient vers des ouvrages raffinés. En 1920, il commence à travailler sur des plaques de plomb, un métal tendre, dépressible. Il découvre à l'opposé de la convexité, la concavité. Là où il y avait un sein ou un ventre, il propose un creux qui capte la lumière et crée une impression de plein, de masse. Ce sont de petites pièces très proches de ce que l'on pourrait appeler une sculpture cubiste. Les deux étapes que nous avons décrites, celle des masques et des figures en plomb aux espaces concaves, ne sont qu'une ébauche de ce qui constituera par la suite sa découverte de génie. Le vent d'autoritarisme qui souffle sur l'Espagne de Primo de Rivera entraîne sa destitution du poste de professeur de l'école technique des métiers artistiques de Barcelone. Avec Magali et la petite Pierrette, il retourne à Paris où il s'installe définitivement. Paris est encore sous le charme des ballets russes et de la plasticité athlétique de leurs danseurs. Le théâtre se tourne vers la commedia dell'arte. Dans ses bagages ibériques, Gargaillo rapporte des images qui fascineront aussi Picasso ou Falla, qui triomphent alors à Paris. Les danseuses de flamenco, les picadors, les femmes portant la mantille. Il y achève une série de pièces classiques et explore un nouveau champ d'expérimentation, les modèles en carton. Il analyse des personnages qu'il imagine et dessine avant de les décomposer en plusieurs fragments et de les faire évoluer dans l'espace. Il construit des jambes, des hanches, des jupes qui évoquent des ailes d'insectes. Il trace des espaces concaves et découvre des creux. Tout ceci conformément à des règles dont émanent classicisme et apesanteur.
Il exécute également une série de têtes déjà très ouvertes. Des yeux, des nez ou des lèvres de femmes fétiches ciselées autour du vide, du crâne art déco de Kiki de Montparnasse à la stylisation absolue de Greta Garbo. Replié sur lui-même et taciturne tel un moine médiéval, euphorique comme un enfant lorsqu'il découvre un nouveau profil, lorsqu'il est certain d'avoir trouvé quelque chose jamais observé auparavant. Il voit le vide se muer en chair. « Je crois que j'ai réussi quelque chose de nouveau », déclare-t-il. Entre 1933 et 1934, il se lance dans une activité frénétique. De ses mains jaillissent des pièces classiques très épurées, comme Académie. Il achève enfin une œuvre dont il avait ébauché les premières esquisses 30 ans plus tôt. La voix du prophète semble sourdre des entrailles et se projeter dans la bouche tel un coup de tonnerre. Alors que d'autres artistes d'avant-garde accablent le spectateur, parfois jusqu'à l'outrager, Gargaillo remet son œuvre au public en lui laissant le soin de l'achever. Le temps s'achève lui aussi. L'hydre venimeuse s'étend à nouveau en Europe et franchira bientôt les murs de l'Espagne. Alors que Gargaillo est sur le point d'être porté au rang de maître universel, il s'éteint en 1934 des suites d'une pneumonie. Le David à la fois robuste et aérien était peut-être déjà une nouvelle forme née de son esprit délicat et tenace, enfermé dans une apparence sévère que trahissait une mèche espiègle et indomptable.